Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission du Grand Plateau. Heureux de vous retrouver en ce mardi pour débriefer notamment Milan-San Remo. Je suis avec les petits nouveaux qui sont de retour, Maxence et Charles, après un beau stage. J'espère que ça s'est bien passé. Ah oui, ça c'était très bien, une petite pause et maintenant de retour sur le plateau pour parler vélo, un peu ça va faire du bien. Et toi Charles, ça va ? Ça s'est très bien passé, nickel. Bon bah tant mieux. Et tout de suite le sommaire de l'émission du jour avec notamment les actualités plutôt récentes, les actualités de la semaine, actualités courses, hors course également. On fera un débrief bien sûr de Milan-San Remo, le premier monument de l'année, et une preview de l'E3 Saxo et de Gand Wevelgem avec notamment Charles pour l'E3 et Gand avec Maxence. Mais avant cela, on va parler du résultat de Cholet-Aglo-Tour chez moi avec la victoire d'un Slovaque. C'est ça, ouais, le champion de Slovaquie, du coup, Kubis, qui s'impose à Cholet. Donc, c'était un peu la course majeure ce week-end, au-delà de Milan-San Remo, bien sûr. Mais oui, donc une manche de Coupe de France. Donc Kubis qui s'impose devant Benjamin Thomas et Larsen. Et derrière, les trois étaient échappés. Et le sprint du peloton derrière qui est réglé par un Unibet aussi. Donc on a vu une course assez ouverte quand même, avec un temps vraiment horrible. Oui, ouais. Avec, les chutes, c'est clairement ce qui a fait la course limite. Bah, c'est d'ailleurs comme ça que l'échappée s'est formée, puisque c'était Kubis et Benjamin Thomas qui ont décidé d'accélérer le rythme dans le peloton. Le peloton en file indienne et puis dans un rond-point, le troisième du peloton qui chute, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'échappe. Donc derrière, il y a Larsen qui est revenu en solitaire très fort d'ailleurs. Très fort, ouais. Il revient tout seul sur les deux devant, mais du coup, l'échappée s'est vraiment formée grâce à la chute. Donc j'espère, je crois pas qu'il y ait de grosses blessures, mais un temps très glissant, donc forcément des chutes. Et donc oui, une belle course de Benjamin Thomas d'ailleurs. On a vu pas mal d'équipes, de plus petites équipes mener la course. On n'a pas vu trop de World Tour justement. C'est peut-être un peu la déception. On n'a pas vu on avait grosse affiche de Paul Sexas avec AG2R. On les a pas forcément Benoît vus. aussi, qu'on a vu un petit peu, mais plutôt en retrait. Ça, de grosses équipes, donc tant mieux. Écoute, j'ai envie de dire, comme ça on découvre des coureurs. Pour tout dire, je connaissais vraiment pas Kubis, donc écoute, c'était l'occasion. Et je vais pas dire première saison en pro, parce que je vais me faire engueuler par le régisseur Tito Morinière, mais il était en Continental les 3 saisons juste avant. Maintenant, il est passé avec Unibet, et c'est vrai que là, depuis le début de la saison, il monte les échelons, on va dire. C'est ça, donc ouais, c'est des coureurs comme ça qu'on va pouvoir continuer à suivre, et puis si on en reparle cette saison dans les émissions, c'est qu'il aura sûrement performé, donc on lui espère toute une bonne saison, et pour l'équipe Unibet aussi, parce que mine de rien, 1 et 4 sur une course comme ça, c'est quand même pas mal. C'est vrai que d'arriver dans une équipe pro team, on va dire ça comme ça, à 25 ans seulement, c'est pas anodin, c'est assez sur le tard, mais ça fait plaisir à noter, oui, comme tu l'as rappelé, la belle course de Benjamin Thomas pour Cofidis. On va partir maintenant sur une actu extra course, c'est David Lappartient et ça concerne le CIO. Oui, alors David Lappartient, le président de l'UCI du CNOSF, n'a pas été élu à la tête du CIO. Il a récolté que 4 voix sur 97. Et c'est la première fois d'ailleurs qu'il perd une élection, que ce soit en politique, à l'UCI, etc. Et donc l'élection a été remportée par Kirsty Coventry. Avec la majorité absolue, 47 voix, je crois, sur 97. 4 sur 97, c'est quand même une grosse défaite pour lui, Charles. Ouais, c'est une sacrée claque. Ouais. Comme je le disais, il avait toujours remporté et il l'a dit, il s'est un peu surestimé. Et donc, il a annoncé qu'il quitterait d'ailleurs la présidence dès juin, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans le cyclisme, peut-être pas, mais pour lui au moins? Après, à voir qui prend le relais derrière. Lui, qu'est-ce qu'il va continuer à faire ou non. On va voir la suite. Et puis, de toute façon, il sera toujours à la tête de l'UCI. Mais à voir qui prend les rênes du CNOSF. Et puis à voir comment ça se déroule plus tard. Très bien. Et prochaine actualité, pas le premier, mais le retour de Milan-San Remo féminin. Oui, et puis un sacré spectacle aussi, comme pour la course des garçons. Donc après 20 ans d'absence, je savais même pas que ça faisait aussi longtemps qu'il n'y avait pas eu San Remo féminin. Mais donc retour donc samedi
avec une course très ouverte aussi. Et puis un super travail de la team SD Works avec notamment la championne du monde Lotte Kopecky qui a très bien emmené Lorena Wiebes au sprint et qui s'impose du coup. Qui s'impose pas largement, mais on voyait que niveau sprint, il n'y a pas forcément photo sur le sprint. Et à noter que donc c'est Marianne Vos, il me semble, qui termine deuxième. Et on a la petite française Pauline Ferrand-Prévot qui termine quatrième sur la course, mais sur le sprint, mais qui a finalement été déclassée pour. J'ai regardé en fait, elle fait quand même sprint une vague, houleux, ouais, c'est ça. Et elle fait une vague sur une coureuse de IF, il me semble. Et du coup, elle a été déclassée et classée dernière de ce groupe C'est ça. qui arrive pour la gagne, donc 12e, donc un groupe de 12 qui joue la victoire, mais une course assez intéressante aussi à avoir. C'est vrai que Lotte Kopecky quand mène Lorena Wiebes, c'est un petit peu comme Mathieu Van Der Poel quand mène Jasper Philipsen, Charles. Ouais, c'est une sacrée coéquipière de luxe. Je pensais qu'elle allait jouer sa carte personnelle et au final, elle est altruiste et elle se met au service de sa sprinteuse, donc c'est beau. Et ça fait plaisir de revoir une édition de Milan femme. On voit que le cyclisme féminin, il est de plus en plus présent et qu'il prend une bonne place. Ouais, ça fait plaisir. Et puis là, on a vu justement la bonne performance de SD Works qui a perdu quand même Demi Vollering, qui a perdu pas mal de beau monde cet été. Donc là, avec ses sprinteuses, ça fait du bien de les revoir sur le devant de la scène. Et puis on a vu quand même Vollering et puis Labous qui faisait partie quand même de ces 12. Donc à noter quand même que Juliette Labous aussi, elle est très présente. Et puis je pense que c'est une bonne préparation. Et puis on risque de les voir, même si là, elles n'ont pas joué leur rôle. Dans un sprint, c'est pas les filles qui ont la meilleure pointe de vitesse, mais elles sont présentes, donc on les attend sur les courses les plus à leur avantage. On va rester sur le cyclisme féminin, et là c'est un petit peu moins drôle, c'est Fem Van Empel qui va faire une pause. Bah oui, du coup elle a décidé de mettre sa carrière en pause. Du coup elle a expliqué ce jeudi sur Instagram qu'elle était confrontée à des défis dans la vie. Donc on espère que c'est pas trop difficile et compliqué pour elle, et que c'est pas très grave. Du coup, elle a décidé avec son équipe, la Visma Lease Bike, de mettre une pause à sa carrière et de revenir encore plus forte. Elle était déjà assez forte sur le Ouais, 3 titres de champion du monde, elle a 22 ans et elle va revenir encore plus forte. Bah, ça promet des bonnes choses. Ouais, non, c'est bizarre comme déclaration, parce qu'on y était sur les championnats du monde de cyclocross, et Maxence, elle était quand même à un sacré niveau. Ouais, elle était impressionnante, mais après, oui, on sait qu'il y a beaucoup de soucis quand même avec la question des médias, question de la sécurité, question de la santé mentale et physique. Après, je pense qu'on n'a pas forcément tous les éléments maintenant, mais on en saura sûrement plus dans le futur, donc à voir les raisons, et puis on en voit quand même. Je ne vais pas dire beaucoup, mais on en voit quand même quelques-uns qui comme elle, ont les mêmes exemples à donner quand ils expriment leur petite retraite, quoi. Mais après, à voir quand est-ce qu'elle va revenir et dans quelles conditions. 22 ans, elle a encore pas mal de temps pour revenir. Puis on sait qu'elle va être bien entourée, en tout cas par Visma Lease Bike. En tout cas, faut l'espérer pour elle et puis pour l'équipe, parce que c'était quand même un bel élément, notamment en cyclocross. On va se pencher sur la deuxième partie, le débrief de Milan-San Remo homme, cette fois-ci, avec Van Der Poel qui revient à hauteur de Tadej Pogačar avec 7 monuments chacun, après avoir remporté la course. Ouais, c'était un sacré spectacle. Je sais pas si vous aussi vous avez vibré et sauté sur votre canapé, mais je m'accrochais à la roue de Pogačar moi aussi, parce que j'espérais quand même j'espérais pas forcément que Pogačar prenne ses distances tout seul. Je voulais vraiment que Van Der Poel s'accroche et qu'on ait un spectacle entre les deux. Et moi, s'il y a un moment marquant, c'est le moment quand même où Van Der Poel il rattaque Pogačar en haut de la Cipressa. Je me suis dit, s'il arrive à le sortir de sa roue, j'aurais été content, mais tant pis. Là, il a juste voulu lui montrer, t'inquiète pas, je suis là. Non, moi j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Ouais, non, mais ça faisait plaisir aussi. On a vu Romain Grégoire qui était assez en forme sur la moitié de la Cipressa après le train d'enfer de Tim Wellens. D'ailleurs, on en avait parlé l'année dernière, du coup vous étiez pas là, mais qu'on avait trouvé le UAE assez décevant dans le sens où, à part Wellens et Del Toro, il me semble, pas grand monde avait pu rouler. Et là, encore une fois, c'était ils n'ont pas rempli toutes les attentes, Charles. Bah ouais, Del Toro, il a été bloqué, j'ai vu ça après dans le peloton, donc il n'a pas pu faire son relais pour lancer Pogačar dans les meilleures conditions.
Après, ils ont quand même dynamisé la course de loin. Oui, bah, ils ont mis Wellens ouais. et puis Narvaez Narvaez. en second couteau, mais bah, pour une équipe, enfin, je sais pas, ils auraient peut-être pu fatiguer un petit peu Ouais. plus. Peut-être aussi, pourquoi pas, essayer de faire une tactique à jouer avec 2 coureurs, tu Ouais, vois. envoyer quelqu'un Peut-être- devant. Ouais, c'est ça. Après, bon. La Chypressa a été battue 8 minutes 55, il me semble. Record battu de 24 secondes par rapport au précédent record qui était en 2017. Et puis, bah, le Poggio a été monté à une vitesse extrêmement rapide également. Et puis, à noter, on a dit Grégoire, mais la super performance de Filippo Ganna aussi, quand même, qui affirme une forme extraordinaire, Maxence. Bah ouais, après moi ça m'a étonné, oui et non, parce que bah, justement sur les réseaux sociaux on l'avait mis dans les favoris parce que c'est quand même une course qui lui convient et qu'on le voit souvent à son avantage. Parce que oui, c'est pas le même style de coureur que Pogacar ou Van Der Poel, mais bah, on voit bien que les dernières années, quand il y avait Van Aert en forme ou Van Der Poel ou Pogacar qui attaquait, il était quand même souvent dans les premiers rôles. Donc oui, ça m'étonne parce que qu'il n'y ait que Van Der Poel et puis l'état de forme de Pogacar actuellement, on a du mal à y croire, mais oui, c'est bien accroché, toujours au rythme, au train derrière à revenir et à s'accrocher. Donc je me suis dit, bah écoute, tant mieux. Et puis, et puis il sort d'un Tirreno aussi très, très satisfaisant, donc il est en grande forme. Moi, je le voyais dans les favoris, mais vu les attaques de Pogacar et les à-coups, je me suis dit à un moment il va craquer. Et il a été intelligent, il s'est mis à son rythme, ce qu'il aime. Et il n'a pas pris d'à-coups, il est revenu tranquillement. Sur le plat, il est rentré et après au sprint, bah, il fait deuxième. Ouais, c'était pas mal comme course de la part de Filippo Ganna. Est-ce qu'on peut avoir le top 10, Maxence, final, pour ne pas citer que les 3 premiers? C'est ça, bah, du coup, les 3 premiers arrivent pour la gagne, comme vous l'aurez compris, donc avec Van Der Poel qui s'impose devant Ganna et Pogacar. Donc Pogacar encore troisième, mais donc au sprint, ça s'est joué un peu tactique. Ils s'étaient un peu à tous se regarder, et puis finalement, Van Der Poel lance le sprint de très très loin. Donc après, 320. ouais, 320 après une sacrée course Mm. comme ça, c'est quand même. Il était fort, comme il disait. Après, donc Matthews règle le sprint du petit peloton qui arrive derrière, devant Caden Groves, Magnus Cort Nielsen, Mats Pedersen, Olaf Koy, Matteo Trentin et Fred White. Donc par contre, aucun Français. Mais j'avais envie de savoir quand même, vous, votre avis sur Romain Grégoire, parce qu'il a tenu, mais il a quand même rapidement lâché, parce que bah, c'est 3 ogres qui étaient devant quand même. Ouais, bah moi, il y a Grégoire, il m'a fait sourire avec sa déclaration à la fin de la course. Il a dit quand on s'approche trop près du soleil, ça brûle. J'ai ressenti exactement la même chose. Et c'est vrai qu'on a pu imaginer que ça lui a bien brûlé dans les jambes parce que suivre les 3 qui étaient devant, c'était. Bah, il était le 4e plus fort, j'ai envie de dire. Et ouais, bah. Enfin, tu l'as dit, et c'est une très belle performance pour Romain Grégoire qui, comme Ghana, affirme une très belle forme. Ça fait plaisir de voir un Français aussi fort. Et puis, bah, il est encore jeune par rapport aux 3 autres qui étaient devant, qui ont acquis un petit peu d'expérience, même s'ils ne sont pas super vieux non plus. Mais ouais, il a 21 ans, merci. Et bah, 21 ans, c'est bien de le voir se battre au moins sur Milan-San Remo et pas être resté dans le groupe derrière. Il a tenté, c'est pas passé. Mais moi, je peux que lui tirer mon chapeau, en tout cas. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai été content de voir un petit jeune Français de 21 ans pas se contenter de suivre le peloton, d'aller essayer de suivre les meilleurs, prendre des initiatives. J'ai trouvé ça super. Et le voir dans les 4 derniers qui tiennent, bah, ça m'a impressionné, franchement. Ouais. Et toi, Maxence, tu nous as posé la question, donc je te la pose aussi. Mais Bah, qu'est-ce que t'en as moi, ce qui pensé? m'a surtout impressionné, c'est qu'il n'y en a aucun qui a réussi entre guillemets, aussi essayer de suivre les roues. En fait, c'était quand ils ont attaqué, bah oui, il y avait Van Der Poel et Ghana dans la roue et Grégoire derrière, mais il n'y en a aucun. Il y a tout de suite eu le trou de fait et il n'y en a aucun qui a pris ses responsabilités pour revenir ou quoi. Il y a jamais. C'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'il n'était pas là parmi les autres, il était vraiment tout seul à s'accrocher aux 3 monstres devant. Et en plus, il n'était pas directement dans la roue. Il fait le jump pour entrer. Donc, C'est ça qui m'a c'est bien. impressionné, ouais. Est-ce que le fait d'avoir Pogacar sur cette Primavera, ça redynamite la course, ça en fait un monument encore plus, enfin meilleur. Enfin, j'arrive pas à trouver le synonyme, mais voilà. Si, bah, c'est toujours agréable, je pense, d'avoir pour moi le meilleur coureur quand même du monde avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules sur une course, c'est toujours plus agréable. Et puis avec un
c'est quand même un style particulier de showman aussi, de faire que d'attaquer. Donc forcément, pour les spectateurs, il y a rien de mieux. Après, je pense que pour les coureurs du peloton, C'est moins drôle. Content de le voir. Et puis après, je sais pas si on peut pas s'imaginer que Van Der Poel il l'aurait attaqué s'il n'y avait pas eu Pogacar, mais il aurait peut-être pu jouer du coup avec Philipsen. Après, on a vu que Philipsen était quand même pas très bien. Il avait chuté la semaine dernière, mais peut-être que la course aurait été autre. Ça aurait été autre chose après à voir, mais ouais, je pense que c'est toujours une bonne chose d'avoir Pogacar sur la ligne de départ. Ouais, clairement. Très bien. Et ben on va passer, à moins que Charles, tu avais quelque chose d'autre à dire sur Milan-San Remo, peut-être un dernier mot. Non, bah moi j'ai adoré justement les attaques de Pogacar qui calcule pas. C'est un coureur de grand tour, mais c'est un mec sur les courses d'un jour qui calcule rien. Milan-San Remo, ça lui convient pas trop. Il donne tout. Et Van Der Poel, ils ont une très bonne relation, mais sur le vélo, s'il peut le contrer, il va le contrer. D'ailleurs, on a vu les commentaires après la course qui lui dit la prochaine fois, tu montes encore plus vite. Il se En chauffe 8 minutes. sur les réseaux sociaux. C'est ça Ouais. qui est beau. Donc c'était beau, ouais, c'était une magnifique édition. Et ben on va les retrouver face à face sur le 3 Saxo. Ça va vite arriver. Ce sera vendredi, si je dis pas de bêtises, juste avant Gand-Wevelgem. On va parler de le 3 Saxo et cette rencontre entre Pogacar et VDP qui sera arbitrée peut-être par Wout van Aert, Charles. Oui, c'est ça. Alors c'est la dernière grande répétition avant le Tour des Flandres. Il y a Gand, mais sur le 3, il passe sur presque tous les secteurs pavés importants, avec le Vieux-Cormont, le Paterberg, le Taillenberg. Donc il y a presque tout le plateau du Tour des Flandres. C'est une course de 207 km. L'année dernière, c'était Mathieu Van Der Poel qui l'avait emporté en solitaire après un raid de 46 km. Il avait attaqué quand Van Aert glisse dans un secteur pavé à l'entrée. Et donc cette année, je vois Poggi qui essaye de lâcher Van Der Poel et Van Aert de très loin. Très loin, c'est-à-dire Je le vois essayer déjà dans le Paterberg et après dans le Vieux-Cormont comme il avait fait sur le Tour des Flandres en 2023. En 2023, ouais, parce que l'année dernière, c'est VDP qui gagne. Et ouais, je le vois essayer pour pas se retrouver au sprint face à Van Der Poel et encore se faire battre au sprint. Moi, j'ai une question justement par rapport à ça. Est-ce que tu penses que Pogacar il peut attaquer, mais pas à fond, justement, dans un mont qui est un peu trop loin de l'arrivée, pour justement juste fatiguer Van Der Poel, et après, dans un secteur un peu plus proche de l'arrivée, vraiment mettre l'attaque tranchante et comme Van Der Poel serait un peu plus fatigué, de là aller jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il va essayer de l'user pendant toute la course, comme il avait fait même quand Van Der Poel avait gagné au sprint en 2022. Il avait tout tenté, il avait essayé de l'user. Et d'ailleurs, en 2023, il a réussi. Donc, je pense qu'il va faire la même stratégie, l'user dans les gros pourcentages et après en mettre une dans le Vieux-Cormont ou dans le Paterberg dans le dernier mont. Comment ça va se jouer, Maxence, d'après toi ? Je sais pas, parce que tous les ans, c'est quand même le plus fort qui gagne. C'est quand même régulièrement à la pédale que ça joue sur des courses aussi difficiles. Mais moi, j'aimerais bien voir une équipe comme Alpecin ou Lidl Trek à la rigueur. Mais sauf que pour ça, il faudrait qu'elles soient d'accord, les deux équipes. Mais tu sais, de voir Pogacar, ils s'attendent à une attaque de Pogacar, puisqu'au sprint, il ne peut pas gagner. Et pourquoi tout le temps sauter dans la roue alors que tu n'es peut-être pas forcément le plus fort, mais justement de faire rouler une équipe et puis de le laisser un peu à 2-3 minutes et puis après de revenir dessus, parce qu'il y a quand même il y a 40 km après le dernier mont pavé. Il y a quand même 40 km, ouais, donc là, à peu près. t'as le temps si tu contrôles, tu as peut-être le temps de revenir après et puis de gagner derrière dans une arrivée groupée. Je sais pas si ça peut se faire, mais je sais pas, après avoir, mais je pense que... Allez, 2 minutes à Pogacar, c'est dangereux quand même. Après, moi, je pense qu'ils vont, UAE, ils vont essayer d'user tôt. Ils vont essayer d'user pour pas que les favoris aient des équipiers et justement qu'ils puissent rouler. Et que Pogacar attaque quand c'est dur et qu'il n'y ait plus d'équipiers. Donc les favoris, ils vont rouler, mais ils vont se regarder à la fin et ça va faire le jeu de Pogacar. Puis surtout que là, c'est le dernier affrontement entre les deux avant le Tour des Flandres. Donc Ouais. je pense que mentalement, il va y avoir psychologiquement. un parce que celui qui va gagner, celui qui va finir devant l'autre sur la course, là, je pense qu'il aura un beau avantage
psychologique sur l'autre, donc ça va être très intéressant à suivre. Est-ce qu'on pourrait pas voir ce que j'ai évoqué du coup pour Milan-San Remo, justement, les UAE tenter aussi avec plusieurs cartes peut-être, et justement de assez loin. Bah, pour moi, ça serait intéressant. Après, ils ont toujours leur tactique. Quand il y a Pogacar, c'est tout pour Pogacar et il le lance et après, il finit le boulot. Donc, moi, j'aimerais bien voir une autre stratégie pour voir justement la puissance du collectif. Ouais. Parce qu'il y a du monde en plus. Ouais. Bah, Il y a une surtout sacrée qu'on équipe, voit ouais. qu'un Timo Hellen c'est très Très en en- forme, très en forme. Narvaez est en forme aussi, donc ça peut être cool aussi qu'il en laisse à ses coéquipiers, mais pas vraiment en faisant exprès, juste parce qu'il est très marqué. Et puis je pense que ce serait peut-être une des meilleures situations pour UAE en vrai. Bah oui, et puis en plus, ouais, ils pourront en profiter justement de leur collectif et puis de faire briller d'autres coureurs aussi, ce serait pas plus mal, quoi. Et puis le lendemain, du coup, il y aura le lendemain ou Dimanche, ouais. le surlendemain, du coup, il y aura Gand-Wevelgem. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Maxence? Bah, c'est une course, pareil, très sur les pavés, assez usante, donc 250 km ce coup-ci, avec donc 3 ascensions du Kemmelberg. Et donc c'est un peu comme le Mont Ventoux, il y a plusieurs comment dire, il y a plusieurs versants. Donc les deux premiers passent par Belvédère, donc c'est 500 mètres à quand même 12% de moyenne. Et puis la dernière qui intervient, il me semble, à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, avec 750 mètres et des passages à 21%. Et puis donc l'enchaînement, ça fait il y a quasiment 10 monts pavés, donc qui va rendre la course très difficile. Et puis bien sûr, parmi les favoris, on retrouve Pogacar. Pogacar, est-ce qu'il va être au top de la forme après le Grand Prix E3 aussi 2 jours avant? Mats Pedersen qui sera là aussi. Jasper Philipsen, Tim Merlier pour le sprint avec Girmay aussi. Donc à voir ce que ça donne après. Ouais. Emilien Janière, côté français. On sait pas, il se fait une bonne saison en vrai. Oui. Je me fous pas de sa gueule. Ouais. On Bah, peut voir. ouais, Mais pourquoi pas. ouais, après, Pogacar, je pense que niveau de la forme, ça va à peu près. Après, ouais, une course aussi importante 2 jours avant, 207 dans les kilomètres, jambes, 250. ça reste aussi. Mais en tout cas, la pente les passages à 21% à 50 km de la ligne, ça lui correspond limite oui. plus que le Paterberg avec un Van Der Poel dans la roue, quoi. Donc, Oui, c'est sûr. Et faut voir ce que ça donne. Donc, ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne quand même pour On va enfermer avoir quand la même cette météo saison aussi pavée, ouais. qui peut tout changer hein, Ouais, et puis on sur sait ces pas, courses, ouais. sur les pavés. On n'est pas à l'abri d'un ennui mécanique ou quelque chose comme ça, ou une chute sur le Grand Prix E3, et donc de revoir un Pogacar à fond sur Gand-Wevelgem, on va voir. Ouais, quels sont tes favoris, toi, Charles, pour Gant? Pour Gand, moi, évidemment Pogacar, parce que là, il y aura pas, dans les passages à 21%, il n'y aura pas les Van Der Poel qui pourront le suivre. Philipsen, Pedersen, Girmay, c'est trop. C'est pas leur domaine, je pense qu'ils vont pas pouvoir suivre. Après, stratégiquement, si les Lidl, ils en mettent devant avant et qu'ils arrivent à passer avant Pogacar, là, ils pourront peut-être suivre et avoir la tactique. Après, j'aimerais bien Paul Magnier, qui sera aussi au départ et que je le trouve très en forme cette année. Donc, pourquoi pas pour les chances françaises et une bonne performance. Bah, j'espère qu'il sera remis de sa chute quand même, parce qu'on l'a Ça, vu ouais. quand même il était bien touché la semaine dernière, donc il faut voir s'il est bien remis. Et puis que, par contre, ouais, les jambes ont l'air pas mal. Ta grosse cote, toi, sur cette course, Maxence? Et bah moi, je pense que on en a parlé tout à l'heure avec Charles, et moi j'ai dit Nils Politt, parce que je pense qu'ils peuvent justement y avoir une course un peu plus tactique, et puis avec Pogacar tout seul, peut-être que les gens vont plus le marquer, et un Nils Politt peut peut-être en profiter. On sait qu'il aime bien les pavés, les monts peut-être un peu moins, mais on sait qu'il aime bien les courses très usantes aussi. Donc sur un final un peu désorganisé, ça peut le faire, je pense. Donc voilà, c'est une grosse cote, hein, mais je vois bien une course, un scénario comme ça, avec une course pas forcément d'équipe, mais une surprise. Ouais, bah Polite, c'est pas non plus la Les plus pavés. grosse Ah des oui, cotes, c'est hein, pas- mais le troisième après il y aura sur, Pogacar dans l'équipe, c'est Ouais, pour ça il fait que. deuxième sur un Roubaix et troisième sur un Tour des Flandres, donc Mm. c'est quand même pas mal, hein, mais après
Et toi, c'est quoi ta grosse cote du coup? Ah, moi, c'est vraiment une grosse cote pour le coup, peut-être un petit peu plus que Nice Police. Ce sera Milan Fretin de Cofidis, qui sprint plutôt pas mal hein, depuis le début de saison. C'est, il me semble, un petit gabarit, mais ouais, il sprint plutôt bien. Il est très très en forme hein, depuis le début de saison. Il a gagné au Tour d'Algarve, il a gagné la Classica de Almeria. Non, franchement, c'est ma grosse cote. Il faudra voir s'il passe les monts pavés, hein, bien Et sûr. s'il a l'équipe pour. Bah, après, il aussi, peut se débrouiller tout seul aussi, mais oui, c'est vrai que l'équipe, ça joue souvent. Mais c'est vrai qu'à 24 ans, c'est peut-être l'année où on va le découvrir. Et donc, ça peut être intéressant de le voir. Bah ouais, puis moi je pense que cette épreuve, je pense que c'est l'occasion pour les spécialistes des pavés justement de concourir parce que pour une fois il n'y aura pas Van Der Poel là, parce qu'après ça va être difficile sur à travers la Flandre, Tour des Flandres et Paris-Roubaix de se montrer. Donc oui, il y aura Pogacar, mais derrière peut-être qu'ils vont pouvoir se faire la guerre et puis se montrer un peu cette saison. Donc j'attends les spécialistes des pavés dimanche. Alors, on est en fin de mois, là, on est le 25 précisément, mardi 25. Quels sont vos top flops de ce mois entier? On a eu un beau mois de course quand même avec Paris-Nice, Tirreno, il y a eu le premier monument de la saison, Milan-San Remo, il y a eu des très belles courses avec la Volta des Catulanya, le Tour de Catalogne qui s'est lancé hier avec la victoire de Mathieu Brennan. Quels sont vos tops? Et après, on parlera des flops. Bah moi en top j'ai noté Lenny Martinez quand même, je trouve qu'il fait un bon début de saison avec une victoire sur Paris-Nice qui est avec quand même du monde. Meilleur jeune, il termine aussi meilleur jeune du Paris-Nice, mais même si on sait bien que le classement général il a été un peu trafiqué parce qu'il a pris une cassure quand même sur le coup de bordure de la Visma, mais j'ai trouvé très intéressant quand ça montait. Sur le Tour des Alpes-Maritimes c'est pareil, il était plus dans un rôle d'équipier pour Buitrago, mais il a fait un sacré travail. Après, il finit quand même troisième du général derrière Buitrago qui finit deuxième et puis Scaroni le premier. On en passera le sujet. Et donc, je trouve que dès que ça monte, il est quand même souvent à l'avant, souvent à ses aises. Donc j'ai hâte de le voir sur le Tour de Catalogne là, cette semaine. Et puis sur les courses françaises comme le Dauphiné ou le Tour des Flandres, ou le Tour de France. Mais j'ai hâte de voir ce que ça peut donner encore sur la continuité parce que là, franchement, je suis agréablement surpris. Ouais, notamment sur Paris-Nice, moi, il m'a impressionné sur l'étape qu'il gagne. Vraiment fort. Vraiment fort. Il arrive à lâcher Vingegaard, Jorgensen. Après, dommage que l'étape d'après, ils se prennent le gros coup de. C'est un peu le problème des leaders français depuis quelques années, mais. C'est partie de l'expérience à prendre aussi. Oui, c'est ça. On sait que c'est peut-être une erreur qu'il va éviter de reproduire, quoi. Je sais que Charles, on avait le même top, même si, on ne se l'est pas dit avant. C'est Filippo Ganna qui a fait un super mode course. Ouais, pour moi, franchement, là, il a un niveau qu'on n'a jamais vu, même s'il était très fort les saisons d'avant. Là, même quand ça monte, il est là, il est présent. Il fait deuxième de Milan-San Remo, du coup, on vient d'en parler. Deuxième du général de Tirreno. Ça, je pense que personne ne pouvait prévoir en début de saison que Ganna allait faire deuxième de Tirreno, derrière Ayuso, et devant des... Si je dis pas de bêtises, c'est qui fait 3... Je l'ai plus là, mais c'est pas grave, on va le retrouver. Et du coup, il gagne une étape à Tirreno aussi, donc franchement, le c'est un bon résultat. Et puis moi, je pense qu'il a fait une préparation différente. Avant, il était vraiment... Troisième, c'est Antonio Tiberi. Je te coupe et je te relaisse la main, c'est Antonio Tiberi. Je pense qu'il a aussi visé un peu plus la montagne. Là, on voyait quand même que dans des étapes un peu de grand tour, on le voyait quand même assez à l'avant, aller chercher des échappées. Peut-être qu'il a plus misé un peu sur la montagne cette année. Et justement, ça paye à ce moment-là. Après, à voir si ça se répercute pas un peu sur son niveau en contre-la-montre. Peut-être qu'il a plus visé justement un peu plus la montagne que le contre-la-montre avec la puissance pure. Donc à voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est un sacré début de saison. Ouais, l'année dernière, il a dit aussi qu'il allait mettre de côté un peu la piste parce que sur piste aussi, il est monstrueux. On comprend pourquoi avec les résultats du début d'année. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un super top. Et puis vos flops sont pas mal aussi. Avec pour toi, Maxence, ce sera la team Visma Lease a Bike. Ouais, parce que j'hésitais à mettre entre Vingegaard, j'hésitais à mettre Van Aert. Je me suis dit, on va faire le lot. Donc,
Ouais, pour l'instant, il y a une 9e victoire hier sur le Tour de Catalogne avec Mathieu Brennan, mais après, ouais, ça fait que 9 victoires pour comparer à une équipe qui est censée être du même calibre. Il y a 2-3 ans, c'était du même calibre avec UAE. Eux, ils sont déjà à 19 victoires, ça fait quand même 10 victoires de plus. Ça paraît quand même. Et en plus, l'année dernière, on disait quand même que c'était que Pogacar qui gagnait, mais là, il n'y en a que 4 sur les 19 de Pogacar, donc c'est quand même le collectif aussi qui paye. Mais oui, on a une victoire de Vingegaard, mais plus le général qui compte comme une victoire. Mais Contre-la-montre aussi. ouais, Ouais. bah oui, justement, en fait, on le voit plus sur le contre-la-montre que sur Ouais, c'est ça. que sur la montagne. Mm. Et je trouve que c'est un truc, un ensemble, parce que Jorgensen, c'est pareil. Jorgensen, il gagne pas d'étape sur Paris-Nice, mais bah, le collectif sur le contre-la-montre individuel et sur la bordure, ça lui a permis de Ouais. gagner Paris-Nice. Donc, je trouve que ouais, c'est pas. Même Olaf Koy, c'est Olaf Koy qui gagne le plus de victoires pour eux et c'est du sprint. Après, Mathieu Brennan, à voir ce que ça donne sur. 2 victoires déjà deux pour le victoires coup, lui. sur un jeune de 19 ans, c'est top. Après, bah voilà. À voir ce que ça donne au fil de la saison. Mais pour l'instant, je suis assez déçu de l'équipe. Ah, Visma. ils ont quand même conservé leur titre sur Paris-Nice. Paris-Nice. Pardon. Oui, Jorgensen, mais c'est ce deux que je fois. disais, c'est qu'en montage, je les trouve pas impressionnants en fait. Là, Mais Jorgensen. Vingegaard a dit qu'il avait quand même un trauma crânien, Oui. donc c'est pas rien. Oui, c'est sûr que la chute l'a pas enfin, ça n'a pas aidé, mais avant sa chute, bah, il n'était pas très impressionnant non plus en montagne, hein, sur le l'étape tour où là, Almeida, il d'Algarve. Où Même il sur, gagne. même sur l'étape où Almeida gagne, il était pas- devant et Mm. Almeida revient comme une balle dans les 500 derniers mètres. Mm. On n'est pas habitué à ça de Vingegaard. Bah, et puis ouais, sur le tour d'Algarve, en montée, il est pas dans les premières positions, mais il gagne grâce à son dernier chrono. Et Jorgensen, c'est pareil, il gagne grâce au contre-la-montre par équipe et la bordure. Donc moi, je les vois plus une bonne équipe de rouleurs plus qu'une équipe de montagne. On verra hein, sur le mois prochain, notamment avec retour de Wout van Aert qui n'a pas fait beaucoup de courses quand même ce mois-ci, donc ça aurait été difficile de le nommer en C'est ça. flop. Ton flop, toi, Charles? Alors moi, c'est Ben O'Connor. Il avait fait une super saison l'année dernière avec Decathlon AG2R. Deuxième des championnats du monde. Il fait 2 podiums sur des grands tours. Franchement, même sur le contre-la-montre par équipe, championnat du monde, il fait un championnat du monde, l'Australie, je crois. Et là, il fait pas un bon début de saison avec Jayco. Aucune victoire, 14e sur Paris-Nice, 14e du général sur Paris-Nice. Je trouve ça très décevant. Ouais, on le voit pas aux avant-postes, sur les courses. Je trouve très en retrait. C'est pas le Ben O'Connor qui fait deuxième au championnat du monde, quoi. C'est Donc ça. là, ouais, on a du mal à voir. Et puis, il est moins bien entouré aussi qu'à Groupama, à AG2R Citroën, AG2R Decathlon AG2R, pardon. Mais ouais, même physiquement, je le trouve pas impressionnant. Donc, à voir ce que ça donne quand il y a vraiment de la haute montagne. Mais ouais, pour le moment, très déçu. Oui, il a l'air plutôt très à la peine. On le voyait assez vite lâché sur Paris-Nice, même sur le Tour de la Communauté de Valence. Il a été loin d'être impressionnant. Les 2 meilleurs résultats de cette saison, c'est des contre-la-montre par équipe. Où, bah, là, pour le coup, il a pu compter il a fait 2 fois des contre-la-montre par équipe et son équipe a terminé 2 fois deuxième. Donc, c'est des bons résultats qui auraient pu le mettre sur de bonnes rails. Mais non, à chaque fois, il n'a pas fait mieux que 9e du coup cette saison. Alors, pour un grimpeur qui était aussi fort l'année dernière, bah, ça fait trop peu. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais... Est-ce que vous aviez un mot à rajouter, notamment sur le prochain mois de course? Du coup, est-ce qu'on peut se projeter avec notamment un Tour des Flandres? Est-ce que ce sera en mars ou en avril, le Tour des Flandres? Début avril. Ce sera en début avril, oui. Donc un prochain 4. mois de course qui promet quand même. Hein. Bah oui, après, oui, c'est le mois des classiques. C'est toujours un moment excitant quand même dans la saison. Avec à travers la Flandre, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, c'est sûr que ça va être un super enchaînement. Après, moi aussi, j'ai hâte de voir les premières courses un peu de printemps. Là, je sais qu'il va y avoir, bah, le Dauphiné va vite arriver aussi. Donc, j'ai hâte de voir tout ce que ça donne. Donc, à voir, faut voir. Mais ouais, les classiques, c'est quand même une bonne période de la saison. Voilà. Et ben on va se quitter sur ce
cette belle parole de la part de Maxence, j'en perds mes mots carrément. Merci les gars d'avoir été avec moi, d'avoir fait votre retour dans l'émission du coup. On va se retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On vous dira le thème cette semaine. Merci de nous avoir suivis et puis on se dit à très vite pour une nouvelle émission.